Bonjour, je vous propose de réviser l'ensemble du cours sur la physiologie respiratoire à travers une séance de sophrologie, histoire de se remettre en tête toutes les grandes parties, les grands concepts de ce cours. Pour cela, vous pouvez commencer très simplement par vous installer de manière confortable. Vous n'hésitez pas à ajuster votre position si besoin. Et une fois que vous estimez que cette position est confortable, eh bien, vous pouvez vous laisser aller à fermer les yeux. Vous pouvez vous laisser aller à laisser passer vos pensées. Et vous allez vous centrer sur les points d'appui de votre corps assez globalement, les appuis de vos deux jambes, des pieds jusqu'à vos hanches. Vous accueillez chaque appui, ceux des pieds, ceux de la région des mollets, ceux des cuisses. Et vous avez conscience des appuis de vos deux jambes, des pieds jusqu'aux hanches, et des hanches, vous passez à votre bassin dont vous explorez les points d'appui. Et vous remontez tout le long du tronc, conscience des appuis à hauteur de la ceinture abdominale, des appuis à hauteur de la région thoracique et vous accueillez très globalement tous les appuis qui existent dans la région du tronc. Et vous poursuivez, vous prenez conscience donc des appuis de l'ensemble du tronc et conscience des appuis de vos deux bras. Pour cela, vous circulez le long de vos bras, conscience des appuis du premier segment des bras, conscience des appuis des avant-bras et enfin vous accueillez les appuis de vos deux mains et vous avez conscience finalement des appuis de vos deux mains, des appuis de vos deux bras et votre attention remonte, se porte sur votre cou et votre tête et vous accueillez à présent les points d'appui qui sont présents au niveau de votre cou, au niveau de votre tête. Et vous prenez conscience très largement des appuis de tout votre corps sur le support. Et peut-être que vous pouvez aussi observer la détente qui vient de s'installer en vous. Peut-être sentez-vous plus profondément ces points d'appui en lien avec cette détente qui s'installe en vous et cette détente, je vous propose de l'installer un petit peu plus profondément en vous à travers justement votre respiration tranquille, relaxée. Et vous allez imaginer qu'à chaque inspiration, vous amenez en vous la détente et qu'à chaque expiration, vous l'étirez partout dans votre corps en commençant par la région de votre tête. À chaque inspiration, vous amenez en vous la détente. À chaque expiration, vous étirez partout dans votre tête cette détente et vous prenez conscience de l'arrière de votre tête qui se relaxe, du sommet de votre tête qui fait de même, ainsi que les côtés de votre tête avec les oreilles et vous installez cette détente partout dans votre visage, toujours au rythme de votre respiration. À chaque inspiration, vous amenez en vous la détente et à chaque expiration, vous diffusez partout dans votre visage cette détente agréable, cette détente qui relaxe votre front, vos yeux, la région du visage à hauteur du nez, le bas du visage avec la bouche, le bas des joues, le menton, et vous avez conscience de tout votre visage relaxé et plus largement conscience de l'ensemble de votre tête relaxée. Et puis vous continuez à chaque inspiration, vous amenez en vous cette détente et à chaque expiration, vous la diffusez partout au niveau de votre cou. Vous sentez cette détente qui diffuse à chaque cycle de la ventilation vers votre nuque, vers votre gorge. Et vous prenez conscience de toute la région du cou qui vient de se relaxer agréablement. Et vous continuez à chaque inspiration, vous amenez en vous la détente. À chaque expiration, vous la diffusez
Vous la diffusez à présent vers vos épaules, vos bras, jusqu'à vos mains. À chaque inspiration, vous amenez en vous la détente. À chaque expiration, vous la diffusez dans vos bras. Vous diffusez cette détente dans le premier segment de vos bras, dans vos avant-bras, jusqu'à vos mains, dans chacun de vos doigts. Et vous accueillez toute la détente de vos deux mains, la détente de vos deux bras. Et puis vous poursuivez, toujours ce même rythme. À chaque inspiration, vous amenez en vous la détente. À chaque expiration, vous diffusez en vous cette détente partout dans la région du tronc. À chaque expiration, vous diffusez un peu plus loin cette détente dans la région thoracique, dans la région abdominale, dans la région pelvienne. Vous diffusez agréablement cette détente partout dans votre tronc, de vos épaules à votre bassin, de votre bassin à vos épaules, de vos épaules à votre bassin, et à partir de votre bassin, toujours au rythme de votre respiration, vous diffusez la détente dans vos deux jambes. À chaque inspiration, vous amenez en vous la détente. À chaque expiration, vous la diffusez dans vos deux jambes, dans vos cuisses, au niveau de la région des mollets, au niveau de vos pieds. Et vous continuez ce même rythme. À chaque inspiration, vous amenez en vous cette détente. À chaque expiration, vous la diffusez partout dans vos deux jambes. Et vous sentez cette détente agréable s'installer dans vos deux jambes, vos deux pieds, jusqu'à vos orteils. Et vous accueillez toute cette détente que vous venez de diffuser dans l'ensemble de votre corps, au rythme de votre respiration. Et vous accueillez cette détente. Et justement, je vous propose dans cet état de détente de commencer à vous remémorer ce cours sur la physiologie respiratoire dans la continuité de cette installation de la détente, tout simplement en suivant le parcours de l'air. L'air lorsqu'il entre dans votre corps, lorsqu'il ressort, puis entre à nouveau. Vous pouvez suivre le trajet de cet air qui entre dans vos nez par les narines, cet air qui circule dans votre nez, qui circule dans ces cavités nasales qui sont au nombre de 2, qui sont séparées par une cloison appelée le septum nasal. Et peut-être que vous ressentez justement cet air dans vos cavités nasales, cet air qui parcourt les 3 cornets nasaux qui se trouvent dans chaque cavité nasale. Et peut-être aussi que vous pouvez percevoir cet air dans vos cavités nasales qui est hydraté par les larmes produites par les yeux et qui arrive dans ces cavités nasales via des conduits qui sont les conduits lacrymo-nasaux ou nasolacrymaux. Et puis cet air, en même temps qu'il s'hydrate dans vos cavités nasales, vous pouvez aussi l'imaginer en train de se gorger de monoxyde d'azote produit par les sinus paranasaux, dont les orifices débouchent dans ces cavités nasales. Et vous prenez conscience de cet air dans vos cavités nasales, peut-être même de la région olfactive des cavités nasales, et peut-être pouvez-vous en profiter pour humer cet air que vous inspirez en vous, cet air présent dans vos cavités nasales. En tout cas, cet air, lorsqu'il entre dans vos narines, est nettoyé par les poils qui sont présents dans vos narines, par le mucus qui piège les poussières, et cet air est réchauffé, humidifié. Et cet air va continuer son chemin, il va quitter les cavités nasales en passant par les choanes ou koans et il va déboucher dans le pharynx. D'abord dans la partie supérieure du pharynx, le nasopharynx. Cet air va continuer sa circulation dans l'oropharynx, puis dans le laryngopharynx ou hypopharynx. Peut-être que vous pouvez aussi circuler dans cette région du pharynx. Imaginez la circulation de cet air qui peut
aussi circuler dans les trompes d'Eustache et rétablir les bonnes pressions de part et d'autre du tympan. Et en tout cas, vous situez cet air dans votre pharynx, cet air qui est d'ailleurs aussi bien surveillé par les tonsilles qui contiennent de nombreux agents du système immunitaire. Et vous continuez à suivre cet air qui s'est maintenant engagé dans le larynx, qui est dans la continuité du laryngopharynx. Ce larynx qui est constitué d'un certain nombre de cartilages et de muscles. Parmi ces cartilages, peut-être que vous visualisez le plus gros d'entre eux, le cartilage thyroïde. Peut-être pouvez-vous aussi imaginer l'épiglotte. Et puis ce cartilage qui est le plus bas au niveau du larynx, qui est le cricoïde, qui a la forme d'un anneau. Et vous visualisez cet air qui passe du pharynx vers le larynx, qui circule librement puisque les cordes vocales sont ouvertes et l'épiglotte relevée, et l'air circule tranquillement et va parvenir au niveau de la trachée. Vous visualisez cet air qui circule dans votre trachée, en même temps que cet air a circulé dans toutes ces régions, les cavités nasales, le pharynx, le larynx. Cet air continue à être nettoyé avec l'épithélium de ces régions qui possèdent des cellules caliciformes qui produisent du mucus, qui piègent les poussières. Et puis peut-être pouvez-vous voir aussi, visualiser les cellules ciliées qui drainent ce mucus qui a piégé les poussières en direction du tube digestif, avec un mouvement vers le bas pour cette muqueuse située au niveau du pharynx, et un mouvement vers le haut pour cette muqueuse située au niveau du larynx, au niveau de la trachée. Vous pouvez visualiser cette sorte d'escalier, cet escalator mucociliaire, et visualiser justement la manière dont cet air est nettoyé, rendu pur. Vous pouvez même, en vous situant au niveau de cette trachée, visualiser les structures qui y sont présentes dans sa paroi. Au-delà de la muqueuse, peut-être pouvez-vous visualiser la sous-muqueuse glandulaire, puis des éléments cartilagineux, puis l'adventice qui délimite cette trachée. En tout cas, vous vous resituez dans cette trachée et vous circulez. L'air circule dans cette trachée et parvient aux deux bronches principales, la droite, plus verticale, courte et large, et la gauche. Et l'air continue à circuler. Il entre après les bronches principales dans les bronches lobaires qui sont au nombre de 3 du côté droit, au nombre de 2 du côté gauche. Et l'air continue son cheminement dans les bronches segmentaires, puis parvient au niveau des bronchioles et circule dans ces bronchioles dont le calibre est de plus en plus petit, dans ces bronchioles où le cartilage est remplacé par des cellules musculaires et où les cellules caliciformes et ciliées se font de plus en plus rares, avec toutefois quelques éléments immunitaires qui restent présents pour éventuellement nettoyer l'air s'il en a encore besoin. En tout cas, vous visualisez ce parcours de l'air dans tout l'arbre bronchique. Vous visualisez ce parcours de l'air qui finalement est présent dans vos poumons. Les poumons eux-mêmes qui sont délimités par la région thoracique d'une part, qui en constitue le squelette externe d'une certaine manière, si on se situe au niveau des poumons. En tout cas, vous pouvez visualiser vos poumons qui contiennent cet air, qui sont situés au niveau de cette cage thoracique, délimitée par des os, par des muscles. Et puis, vous pouvez visualiser aussi cette structure qui est à l'interface entre la cage thoracique elle-même et les poumons, c'est-à-dire la plèvre, cette séreuse, cette espèce d'enveloppe des poumons, dont le feuillet viscéral épouse les poumons et dont le feuillet pariétal épouse la cage thoracique, avec entre les deux une cavité pleurale plus ou moins virtuelle qui contient quelques gouttes
de liquide et qui présente aussi quelques petites expansions appelées récessus. Vous visualisez cette plèvre autour de vos poumons et vous vous situez à nouveau au niveau de vos poumons. Vous pouvez peut-être même visualiser les différents lobes des poumons, les 2 lobes du poumon gauche, les 3 lobes du poumon droit. Peut-être même visualiser l'incisure cardiaque au niveau du poumon gauche, cette petite région où le cœur vient prendre un petit peu de place sur le poumon gauche, qui est un petit peu plus petit que le droit. Vous pouvez aussi visualiser l'endroit au niveau des poumons où se raccordent tous les éléments qui permettent aux poumons d'être en échange avec le reste du corps. Vous pouvez donc visualiser ce île pulmonaire, le île de chacun de vos poumons, où se trouvent des nerfs, des vaisseaux sanguins, des vaisseaux lymphatiques et puis des bronches. Vous visualisez ces poumons, vous visualisez vos poumons qui accueillent tranquillement l'air avec les lobes pulmonaires, les 10 segments bronchopulmonaires pour chaque poumon et puis les petits lobules pulmonaires. Vous prenez conscience de cette structure, de toutes ces subdivisions, de ces lobules pulmonaires qui s'organisent autour des bronchioles terminales, lesquelles se subdivisent en bronchioles respiratoires, en conduits alvéolaires, en sacs alvéolaires et finalement en alvéoles. Et vous pouvez visualiser toutes vos alvéoles, toutes ces petites structures sphériques qui ensemble totalisent une surface assez grande, d'environ 70 mètres carrés, au niveau de laquelle les échanges gazeux se font. Vous prenez conscience donc de ces alvéoles, de la structure de leurs parois avec un épithélium simple qui contient des pneumocytes 1 où se font les échanges respiratoires, des pneumocytes 2 qui produisent le surfactant, et puis des macrophages qui sont les cellules à poussière qui peuvent continuer à nettoyer l'air si besoin. Puis au-delà de cet épithélium qui présente aussi une basale, vous pouvez visualiser les capillaires sanguins. En fait, vous pouvez visualiser ce qui s'appelle la membrane alvéolo-capillaire qui correspond à l'endroit où se font justement les échanges gazeux. Cette membrane alvéolo-capillaire très fine que vous pouvez visualiser. Et vous pouvez visualiser aussi tous les éléments sanguins qui sont présents au niveau des poumons, justement au niveau de chaque alvéole. Vous pouvez visualiser ces vaisseaux sanguins, visualiser donc la circulation pulmonaire avec finalement les artères pulmonaires qui contiennent un sang désoxygéné et qui amènent le sang finalement vers les capillaires alvéolaires où le sang va se gorger de dioxygène en même temps qu'il va évacuer le CO2. Et vous pouvez visualiser, après ces capillaires alvéolaires, des petites vénules, des veines qui se constituent, puis les 4 veines pulmonaires qui se constituent et qui retournent au cœur, qui arrivent au niveau du cœur gauche. Et puis vous visualisez aussi l'autre circulation, la circulation systémique qui est présente partout dans le corps, y compris au niveau des poumons qui sont concernés par la circulation pulmonaire et par la circulation systémique avec cette fois-ci en partant du ventricule gauche, des artères qui se constituent, qui sont après bien sûr l'aorte. Vous allez voir les artères bronchiques qui se destinent aux bronches, avec des capillaires bronchiques qui permettent aux bronches de puiser le dioxygène dont elles ont besoin. Et puis vous voyez ces capillaires qui constituent des petites veines qui vont finalement former les veines bronchiques qui vont revenir au cœur du côté de l'oreillette droite, mais qui pour certaines vont venir rencontrer quelques veines pulmonaires, créant un petit mélange sanguin. En tout cas, vous visualisez toute cette vascularisation. Vous pouvez même aussi visualiser l'innervation des poumons,
visualisez l'innervation des bronches avec à la fois une innervation sensorielle qui ramène des informations de cette région de votre corps et une innervation motrice assurée par le système nerveux autonome, le parasympathique, l'orthosympathique, qui peuvent ajuster le diamètre des bronches, notamment en créant soit une bronchoconstriction, soit une bronchodilatation. Constriction pour le parasympathique, dilatation pour l'orthosympathique. Et puis vous respirez tranquillement, vous sentez cet air qui circule en vous. Vous réalisez cette respiration, plus spécifiquement cette ventilation pulmonaire avec ces mouvements d'inspiration, d'expiration. Vous pouvez visualiser les lieux des échanges respiratoires entre les alvéoles et les capillaires pulmonaires qui constituent la respiration externe ou respiration pulmonaire et également les lieux où se font les échanges gazeux entre vos capillaires et vos tissus, ce qui constitue la respiration interne ou tissulaire et puis peut-être même visualiser l'utilisation que les cellules font de ce dioxygène avec la respiration cellulaire. Et puis vous sentez ce rythme en vous, cette ventilation pulmonaire qui va, qui vient et qui se produit via les variations de pression, puisque, comme le stipule la loi de Boyle-Mariotte, il existe une relation entre la pression et le volume d'un gaz, avec la pression qu'exerce un gaz dans un récipient fermé qui est inversement proportionnel au volume du contenant, si bien qu'à chaque fois que vous inspirez, en fait, ce qui se produit, c'est que votre système nerveux envoie des ordres aux muscles de l'inspiration, il leur dit de se contracter. Donc suite à ce signal électrique, un signal mécanique se produit, la contraction du diaphragme qui va tracter d'une certaine façon les poumons, qui va augmenter leur volume et leur volume augmentant, la pression dans les poumons diminue, ce qui aspire l'air dans vos poumons. Et vous prenez conscience de cette aspiration de l'air dans vos poumons. Et ensuite, vous observez ce qui se passe au cours de chaque expiration. En fait, le système nerveux cesse de demander aux muscles diaphragme de se contracter et le diaphragme se relaxe. En se relaxant, il remonte et le volume des poumons diminue, si bien que la pression dans les poumons devient supérieure à la pression atmosphérique et l'air sort ainsi des poumons pour retourner dans l'environnement. Donc vous prenez conscience de cette mécanique de la ventilation qui se fait par des variations de pression, elle-même créée par des variations de volume, elle-même créée par des contractions musculaires, elle-même créée par des actions nerveuses. Et vous visualisez plus spécifiquement ces muscles de l'inspiration, le diaphragme qui est vraiment le principal muscle de l'inspiration. Peut-être aussi pouvez-vous visualiser les intercostaux externes et puis d'autres muscles qui n'ont pas spécialement à être actifs lors d'une respiration de repos, une respiration abdominale. Ces petits muscles qui sont les sternoclédomastoïdiens, les scalènes, les petits pectoraux, qui sont les muscles accessoires de l'inspiration. En tout cas, vous visualisez ces mouvements de la ventilation, l'inspiration qui est active et l'expiration qui est passive lors d'une ventilation de repos, mais vous savez aussi que l'expiration peut devenir active, par exemple lors d'une activité physique. Alors des muscles dits de l'expiration peuvent s'activer comme les intercostaux, surtout les internes, et les muscles abdominaux. Et vous prenez conscience de ces mouvements tranquilles de la ventilation. Peut-être aussi pouvez-vous prendre conscience de l'existence de quelques gouttes de liquide au niveau des alvéoles, d'une pellicule de liquide, le liquide alvéolaire qui
va générer une certaine tension superficielle dans les alvéoles, laquelle est ajustée par le surfactant que vous produisez, qui permet aux alvéoles de se laisser étirer, qui permet aux alvéoles de rester sèches. En tout cas, vous visualisez cette fonction du liquide alvéolaire, cette fonction du surfactant, en même temps que vous visualisez aussi la compliance pulmonaire. La compliance pulmonaire, cette sorte d'extensibilité pulmonaire qui est en partie dépendante de cette tension superficielle ajustée par le surfactant et également dépendante de l'élasticité du tissu pulmonaire qui présente un tricotage particulier de fibres de collagène et d'élastine qui lui donnent une certaine élasticité. Et vous visualisez cet air qui s'écoule sans résistance dans vos bronches, vos bronchioles. Vous prenez conscience justement que cet écoulement de l'air dépend du diamètre des bronchioles, que l'air s'écoule d'autant plus facilement que le diamètre des bronchioles est important et que la résistance est moindre et du fait que cette résistance peut varier. Par exemple, à l'expiration, cette résistance est un petit peu plus importante parce que les bronchioles sont moins étirées par l'augmentation du volume des poumons et donc leur diamètre est un peu plus petit. La résistance est un petit peu plus grande et à l'inspiration, les poumons étant tractés, les bronchioles le sont aussi, leur diamètre mécaniquement augmente et l'air s'écoule d'autant plus librement, avec moins de résistance. Vous prenez conscience de ces mouvements ventilatoires, de cette respiration tranquille, cette apnée que vous réalisez tranquillement. Et peut-être que vous pouvez aussi vous intéresser aux différents volumes, justement, qui circulent dans votre corps au cours de votre respiration. Prendre conscience de ce volume courant, volume tidal d'un demi-litre qui vient à chaque mouvement de la ventilation. Un demi-litre qui entre à chaque inspiration, un demi-litre qui ressort à chaque expiration et vous prenez conscience de ces mouvements de l'air. Vous pouvez prendre conscience aussi que vous pouvez inspirer davantage d'air au-delà de ce demi-litre, un volume d'air qu'on appelle le volume de réserve inspiratoire. Vous visualisez ce volume de réserve inspiratoire qui est ce volume que vous pouvez inspirer au-delà d'une inspiration courante, au-delà de ce volume tidal, ce volume de réserve inspiratoire qui est d'environ 2,5 litres. Et puis en reprenant une respiration de repos tranquille, vous pouvez aussi constater que à la fin d'une expiration de repos, vous pouvez expulser davantage d'air, c'est le volume de réserve expiratoire, le VRE qui est d'environ 1,5 litre. Et puis vous pouvez aussi constater que même quand cette expiration s'est faite au maximum, reste un volume résiduel d'à peu près 1,5 litre dans vos poumons. Donc vous prenez conscience de tous ces volumes. Peut-être même pouvez-vous vous amuser à additionner certains de ces volumes. Si vous les additionnez tous, vous trouvez la capacité pulmonaire totale. Si vous additionnez seulement les volumes qui peuvent être mobilisés, donc le volume de réserve expiratoire, le volume tidal, le volume de réserve inspiratoire, vous trouvez la capacité vitale et si vous additionnez simplement le volume résiduel et le volume de réserve expiratoire, vous trouvez la capacité résiduelle fonctionnelle qui est ce volume d'air qui est présent dans vos poumons à la fin d'une expiration et d'une expiration de repos et qui est le volume d'air dans lequel le demi-litre que vous inspirez à chaque ventilation de repos se mélange. Vous prenez conscience donc de tous ces volumes qui peuvent être mesurés par un spiromètre ou un plétismographe.
Et vous pouvez même aussi vous intéresser à la fréquence de votre respiration qui est là assez basse puisque vous êtes relaxé, qui est en moyenne de 12 ventilations par minute. Vous prenez conscience de cette fréquence respiratoire et du fait que si vous multipliez cette fréquence respiratoire par le volume tidal, ce demi-litre qui circule à chaque ventilation, eh bien, vous notez que chaque minute, ce sont 6 litres d'air qui circulent dans vos poumons. Et parmi ces 6 litres, 4,2 litres, c'est-à-dire 70% des 6 litres, vont gagner. Les alvéoles vont participer aux échanges gazeux car le reste, les 30% restants, restent dans ce qui s'appelle l'espace mort, c'est-à-dire toute la tuyauterie de vos poumons qui ne participe pas aux échanges gazeux, qui va avoir pour utilité d'amener l'air au niveau des alvéoles. Vous visualisez donc tous ces paramètres et peut-être pouvez-vous aussi penser au volume expiratoire maximum seconde, ce plus grand volume d'air que vous pouvez faire sortir de vos poumons après avoir fourni un effort maximal et après une inspiration maximale. Donc ce volume d'air qui est mesuré en 1 seconde, ce volume d'air que vous pouvez faire ressortir de votre corps avec une force maximale, et cela après avoir réalisé une inspiration maximale. Conscience aussi de ce VEMS, ce volume expiratoire maximum seconde qui permet d'évaluer la résistance pulmonaire notamment, et qui est parfois évalué avec un petit appareil peu précis à travers une grandeur que l'on appelle le débit expiratoire de pointe ou le peak flow. Donc vous prenez conscience de tous ces volumes, de toutes ces capacités respiratoires et puis vous vous situez dans vos poumons, vous vous situez au niveau de vos alvéoles et vous allez vous intéresser aux échanges gazeux de votre corps. Vous vous souvenez pour cela de différentes lois, la loi de Dalton qui parle de la notion de pression partielle pour un gaz, à savoir que dans un mélange de gaz, eh bien chaque gaz exerce sa propre pression comme si les autres gaz n'étaient pas là. Conscience de cette notion de pression partielle pour un gaz qui permet aussi de se faire une idée sur le sens de circulation d'un gaz qui circule passivement du milieu où il est le plus présent, où il est présent avec la plus grande pression partielle, vers le milieu où sa pression partielle est la moins importante. Donc une circulation suivant des gradients de pression et vous vous souvenez peut-être aussi de la loi de Fick qui permet d'avoir en tête que la vitesse des échanges gazeux dépend justement des différences de pression partielle pour un gaz donné, qu'elle dépend aussi, cette vitesse, de la surface d'échange. Plus la surface est grande, plus les échanges pourront être importants, plus la vitesse de ces échanges sera importante. Cette vitesse qui dépend aussi de la distance de diffusion, à travers notamment cette membrane alvéolo-capillaire pour ce qui nous intéresse au niveau des poumons, et cette vitesse qui dépend aussi de la nature du gaz en question. En tout cas, vous prenez conscience de ces lois ainsi que de la loi de Henry qui permet de se faire une idée de ce qui se passe à l'interface entre un gaz et un liquide et au fait que les gaz peuvent plonger dans le liquide puis en ressortir, et que lorsque des éléments gazeux sont présents dans un liquide, ils vont présenter une certaine pression partielle qui s'appelle normalement la tension en sciences physiques, mais que l'on continue à appeler la pression partielle de ce gaz pour la physiologie. Et vous prenez conscience du fait qu'un liquide peut accueillir un certain nombre de molécules gazeuses jusqu'à ce qu'il soit à saturation. Et cet accueil va dépendre aussi de la pression globale.
Vous pouvez donc visualiser justement ces variations, peut-être revoir le schéma que nous avons fait en cours qui permet de visualiser ces variations de la quantité de gaz dans un liquide en fonction de la pression à laquelle ce liquide est placé. Et puis, très simplement, vous allez porter votre attention sur la façon dont les échanges gazeux vont se faire, c'est-à-dire sur les échanges gazeux qui se font entre les alvéoles et les capillaires, puis ceux qui se font entre les capillaires et les tissus. Donc, vous allez vous centrer sur la respiration externe ou alvéolo-capillaire et la respiration interne ou respiration tissulaire et peut-être visualiser justement au niveau des poumons le sang qui est désoxygéné et riche en CO2 qui parvient au niveau des capillaires alvéolaires et qui va accueillir du dioxygène à ce niveau-là et se départir de son CO2 et vous voyez que le dioxygène qui arrive dans le sang au niveau des capillaires alvéolaires va pouvoir être stocké par l'hémoglobine, qui est une protéine qui peut lier 4 molécules de dioxygène et qui est dite saturée à 100% lorsqu'elle est associée à 4 molécules de dioxygène. Et puis vous pouvez voir au niveau de ces capillaires une petite partie aussi du sang qui contient du dioxygène qui est libre. Vous pouvez voir ce dioxygène libre dans le sang. Donc vous visualisez ce dioxygène dans votre sang. La majeure partie du dioxygène est mise en réserve, stockée par l'hémoglobine, et puis une petite partie est libre dans le sang et va être à l'origine de la pression partielle en dioxygène du sang. Et ce dioxygène, c'est aussi celui qui va pouvoir être échangé, cédé en fait au tissu. Et vous pouvez visualiser aussi le rôle de l'hémoglobine qui a une certaine affinité pour le dioxygène, mais dont l'affinité va changer lorsque l'hémoglobine est présente au niveau du sang des capillaires alvéolaires. Elle voit que à ce niveau-là, il y a beaucoup de dioxygène et elle se dit qu'il n'y a pas besoin du sien. Son affinité est alors grande et elle en profite pour reconstituer ses réserves. Et puis vous pouvez suivre cette hémoglobine quand elle arrive dans les capillaires tissulaires où elle se rend compte que là il y a peu de dioxygène et où elle se dit peut-être que son dioxygène va être utile et elle se dit alors qu'elle va le céder. Son affinité est donc moindre, elle cède son dioxygène qui va devenir libre et qui va pouvoir gagner les tissus. Donc vous visualisez cette affinité qu'a l'hémoglobine pour le dioxygène qui change selon l'endroit où elle se trouve et qui est influencée donc par la pression partielle en dioxygène, mais qui est aussi influencée par la quantité de CO2, par l'acidité du milieu où elle se trouve et par sa chaleur. Et peut-être qu'en menant le même raisonnement, vous pouvez à nouveau vous situer au niveau des capillaires alvéolaires, voir que dans ces capillaires alvéolaires, eh bien, il y a peu de CO2 qui est évacué au niveau des poumons, justement. L'acidité va aussi légèrement diminuer, la chaleur également, et ces paramètres vont faire que l'hémoglobine va avoir une affinité augmentée vis-à-vis du dioxygène dans ces capillaires alvéolaires, et le phénomène inverse se passe au niveau des capillaires tissulaires, où là, il y a davantage de CO2, le CO2 libéré par les tissus justement, davantage d'acidité puisque quand il y a plus de CO2, il y a aussi plus d'acidité et puis peut-être davantage de chaleur avec le travail fourni par les cellules et tous ces paramètres vont faire que l'affinité qu'a l'hémoglobine pour le dioxygène va être diminuée et qu'elle va d'autant plus facilement libérer justement le dioxygène qu'elle a mis en stock. Vous prenez conscience donc de cette manière dont l'hémoglobine agit vis-à-vis du dioxygène, parfois le conservant, le mettant en stock, et parfois le cédant de manière à ce que les tissus puissent en recevoir suffisamment. Et puis vous pouvez aussi, en même temps que vous vous intéressez au mouvement du dioxygène, vous intéresser au mouvement du CO2, le CO2 qui est libéré par les tissus dans les capillaires tissulaires
et qui va regagner le milieu extérieur au niveau des capillaires alvéolaires. Ce CO2 qui circule, comme le dioxygène, qui circule lui aussi dans le sang et qui peut être présent sous 3 formes dans le sang, à la fois sous forme dissoute dans le plasma, sous une forme libre donc, et c'est cette forme libre qui pourra être échangée, notamment libérée au niveau des capillaires alvéolaires, et c'est cette partie qui pourra gagner l'environnement extérieur. Donc vous visualisez ce CO2 à la fois libre dans le sang, mais qui peut aussi être porté par les protéines du sang, dont l'hémoglobine. Et lorsque les protéines du sang portent du CO2, elles constituent des composés carbaminés. Et quand c'est l'hémoglobine qui porte ce CO2, elle constitue de la carb-hémoglobine ou carbamino-hémoglobine. Vous prenez conscience donc de cette manière dont le CO2 peut être présent dans le sang, libre, porté par les protéines, mais aussi sous forme masquée sous la forme d'ion bicarbonate, puisque le CO2 peut réagir avec l'eau, une réaction qui est catalysée par l'anhydrase carbonique des globules rouges et qui produit de l'acide carbonique qui se dissocie ensuite en protons et en ion bicarbonate. Et vous visualisez ces réactions et vous visualisez les 3 formes sous lesquelles le CO2 est transporté dans le sang, libre, lié aux protéines et masqué sous forme de bicarbonate, sous forme d'ion bicarbonate. Et vous visualisez votre respiration, ces échanges gazeux, le rythme de votre respiration, peut-être même pouvez-vous vous intéresser au contrôle nerveux de votre respiration, vous rendre compte que ce contrôle nerveux est tout à fait involontaire et qu'il existe au niveau de l'encéphale, en particulier dans le tronc cérébral, tout un ensemble de réseaux de neurones qui permettent à cette respiration de se réaliser de façon rythmique et d'adapter son rythme à ce que nous faisons. Et peut-être, bien sûr, notez-vous aussi le contrôle volontaire de cette respiration, puisque nous pouvons, quand nous le souhaitons, moduler cette respiration. Et vous pouvez prendre conscience du fait que tous les réseaux de neurones, finalement, du tronc cérébral peuvent être modulés par notamment le cortex cérébral, puis par tout un tas d'autres réseaux de neurones, ceux qui sont impliqués dans les émotions, des réseaux de neurones de l'hypothalamus. Puis vous pouvez aussi prendre conscience du fait que tous ces réseaux de neurones qui gouvernent en fait la dimension automatique de la respiration peuvent être modulés aussi par les récepteurs sensoriels qui leur délivrent des messages. C'est le cas des propriocepteurs, c'est le cas aussi des chimiorécepteurs qui, pour certains, sont situés au niveau du bulbe rachidien, les chimiorécepteurs centraux qui surveillent la composition du liquide céphalorachidien en CO2 et en protons. Et vous pouvez visualiser les chimiorécepteurs périphériques sur les gros vaisseaux, notamment l'aorte, les carotides, qui surveillent la composition chimique du sang en CO2, en protons et en dioxygène. Et peut-être même pouvez-vous visualiser les mécanismes asservis auxquels participent ces chimiorécepteurs. Par exemple, la pression partielle en CO2 qui est surveillée, qui va pouvoir être ajustée par ces chimiorécepteurs, ou plutôt via ces chimiorécepteurs qui renseignent en permanence les réseaux de neurones du tronc cérébral qui peuvent agir en conséquence sur les muscles de la ventilation et augmenter ou diminuer la fréquence respiratoire. Vous pouvez prendre conscience donc de cette surveillance de la pression partielle du CO2, du sang, la quantité de protons qui s'y trouvent, donc le pH, et puis la surveillance de la pression partielle en dioxygène du sang, et prendre conscience de tous ces mécanismes de régulation qui existent dans le corps.
Vous prenez conscience donc de tous ces mécanismes, conscience aussi du fait que les réseaux de neurones du tronc cérébral qui contrôlent la respiration peuvent aussi être modulés par les informations qui sont remontées par les barorécepteurs situés au niveau des bronches. Le fait que les thermocepteurs peuvent aussi moduler leur activité, tout comme les nocicepteurs. Vous prenez conscience donc de toute cette modulation qui peut se faire tranquillement et vous accueillez toutes ces informations, tous ces éléments et vous vous centrez à nouveau sur les mouvements de votre ventilation. Vous revisualisez tout ce que vous venez de parcourir en cheminant en vous, en vous insinuant tranquillement dans l'air que vous inspirez, que vous expirez, vous vous remémorez toute cette circulation que vous venez de réaliser et tous ces éléments de la physiologie respiratoire que vous venez de parcourir et que vous accueillez en vous et auxquels vous pourrez accéder de façon aisée quand vous le souhaiterez. Vous pourrez vous reconnecter simplement à travers ces notions de physiologie respiratoire que nous venons simplement de parcourir. Et puis, quand vous estimez que vous avez suffisamment accueilli tous ces concepts, tous ces éléments en vous, eh bien, vous pouvez à nouveau porter votre attention sur la détente présente dans votre corps, la relaxation que vous avez installée dans votre corps et que vous pourrez réinstaller à tout moment quand vous en aurez besoin ou tout simplement envie. Et à présent que vous avez pu accueillir toute cette détente dans votre corps, eh bien, je vais vous proposer tranquillement de vous préparer à faire votre reprise. Donc, je vous propose de vous préparer à réaliser votre retour vers votre état d'éveil habituel et pour cela, pour commencer à vous reconnecter à votre environnement, à votre état d'éveil habituel, eh bien, vous pouvez retrouver les points d'appui de votre corps puisque votre regard est centré sur vous. Vous pouvez aisément retrouver ces points d'appui et à travers ces points d'appui, commencer à vous reconnecter à cet espace. Déjà, le fait de retrouver les points d'appui de votre corps, vous sentez que cela vous permet de commencer à remonter vers votre état d'éveil habituel, à retrouver toute votre énergie d'éveil. Et d'ailleurs, en même temps que cette énergie d'éveil revient, vous revisualisez l'espace dans lequel vous vous trouvez. Vous sentez de plus en plus l'énergie qui revient en vous. Et vous sentez votre éveil qui se fait à nouveau. Donc vous visualisez l'espace dans lequel vous êtes. Vous allez aussi réentendre tous les sons de l'espace dans lequel vous vous trouvez. Et le fait de revoir cet espace, de réentendre tout l'environnement sonore, eh bien, vous sentez que ça vous permet de retrouver votre état d'éveil habituel. Vous sentez l'énergie qui revient en vous. Et vous avez peut-être envie de vous étirer. Vous pouvez étirer les bras, les jambes, l'ensemble du corps. Vous pouvez même synchroniser ces étirements à votre respiration. Vous pouvez inspirer, étirer l'ensemble de votre corps et puis expirer bruyamment en retrouvant toute votre énergie d'éveil. Et puis vous pouvez aussi frotter vos jambes, vos bras, frictionner l'ensemble de votre corps et sentir que vous retrouvez tout à fait pleinement votre énergie d'éveil. Et si ce n'est déjà fait, eh bien vous pouvez ouvrir les yeux. Et les yeux ouverts, vous sentez que ça y est, toute votre énergie d'éveil est là, de nouveau bien présente en vous. Et vous allez pouvoir vous préparer à reprendre vos activités habituelles. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une autre séance de révision à travers la sophrologie.